Bonjour à tous, bienvenue dans ce live France DevOps. Aujourd'hui, je suis en compagnie donc de Fabien Martin, donc cofondateur de Copaya. Et aujourd'hui, Fabien, tu vas nous présenter, tu vas nous faire une présentation sur un retour d'expérience dans le grand bain du cloud, comment migrer 150 GED vers Azure sans trop se noyer. C'est ça. Bonjour Florent. Tu veux qu'on y aille tout de suite? On attend un peu de temps? Comment Eh tu fais? ben, je te laisse, je te laisse maître maintenant de la présentation. On peut y aller. Ok, c'est parti. Eh ben, bonjour à tous. Oui, effectivement, l'idée c'était de vous faire un petit retour d'expérience sur l'année et demie qu'on a vécu chez Everyal sur un projet de Move to Cloud. Donc, on avait à peu près 150 GED à migrer vers Azure et puis j'avais envie de venir vous le présenter. Donc, cette présentation, elle est plus axée humain que techno, même si on peut parler techno si vous avez des questions, mais je souhaitais plutôt l'axer d'un point de vue qu'est-ce que c'est qu'une migration de cloud au-delà de juste des outils et des enjeux techniques. Donc, hop, il faut que je prenne mes slides. Donc, d'un point de vue contexte, Everyal, c'est une boîte qui, historiquement, elle va prendre des cartons chez ses clients et puis elle les numérise, elle les stocke, elle en extrait de la donnée, etc. Donc c'est une entreprise qui est historiquement plutôt dans le domaine du physique. Elle a racheté Knowings, donc l'entreprise, la filiale dans laquelle j'étais, qui faisait une solution de gestion électronique de documents en 2015, donc il y a à peu près une dizaine d'années. C'est une boîte qui a une très très forte culture de l'on-prem, en tout cas quand j'ai rejoint enfin qui a, ouais, c'est ça, très forte culture on-prem, qui a changé avec l'arrivée du nouveau directeur du digital, qui est arrivé en 2022, qui lui a commencé à dire, bon, il faut quand même qu'on commence à mettre des choses dans le cloud petit à petit. C'est une organisation qui est assez classique, avec une organisation d'une DSI qui a des équipes infrastructure, réseau, qui gère tout ce qui est vraiment couche basse, qui met à disposition les VM, le réseau, etc. Et puis ensuite, il y a deux équipes qui sont exploit et support, qui vont réaliser tout ce qui est déploiement, supervision, maintien en condition opérationnelle, etc. Et puis moi, j'étais dans l'équipe R&D. La DSI, c'est à peu près 70 personnes. Donc l'enjeu, c'est 150 GED qui sont actuellement, quand on va commencer cette migration, toutes déployées dans des VM Windows, avec des VM comme on fait de la VM, c'est-à-dire que c'est une instance dont on prend soin, on va mettre à jour son OS, on va mettre à jour ses middleware, on va déployer, en tout cas pour nous manuellement, nos applicatifs, et donc il y a un fichier de changelog qui est mis sur CVM et on en prend hyper soin. Donc, c'est des équipes qui sont très fortes dans ça, qui maîtrisent très bien leurs process. On a des gens qui connaissent tout sur le bout des doigts, qui font tout à la main. Et comme vous vous en doutez, c'est un risque. Et puis à 150, ça commence à être compliqué de le faire à la main, etc. Mais c'est surtout que le pourquoi on le fait, pourquoi il faut le faire de manière un peu active désormais, c'est qu'on a des coûts de stockage qui augmentent de plus en plus. On est locataire de notre data center, on stocke de plus en plus de fichiers. Ces fichiers, on les stocke sur des disques qui coûtent assez cher, et donc il y a un enjeu de sortir de ces contrats de renouvellement et d'acheter toujours plus d'espace disque. Et puis ça va, bon, ça c'est le côté gauche le côté gauche, mais ça va aussi avec l'idée de bénéficier un peu du cloud sous l'impulsion du directeur du digital, qui est de dire bon on va quand même commencer à remettre un petit peu d'innovation et à s'approprier les belles choses que nous met à disposition le cloud. C'est aussi suivre la mouvance de notre socle. Donc on est sur un socle Alfresco qui lui part aussi vers de la modularisation, de la conteneurisation, pour pouvoir mettre à l'échelle des composants de manière indépendante, qu'on n'ait plus une VM qui scale verticalement, et puis qu'on puisse quand même aussi améliorer notre vélocité de déploiement, parce que vous pouvez l'imaginer, 150 déploiements à faire manuellement, ça commence à prendre pas mal de temps. Voilà les enjeux, voilà pourquoi on le fait. Les premiers pas, donc ça c'était avant mon arrivée, je pense que vous le connaissez pas trop mal. Il y a
généralement, c'est définir la stratégie. C'est quoi la stratégie qu'on va mettre en œuvre pour notre move to cloud? Il y en a pas toutes, je crois qu'il y en a 7. Ça, c'est ce qu'on montrait quand j'étais chez VMware. Le premier, c'est, carrément on utilise un outil, en mode SaaS et on n'en est plus du tout maître. On fait le dos rond pendant quelques années et puis on garde nos logiciels tels qu'ils sont. Ou bien on fait un lift and shift, on prend, nos applicatifs, nos middleware et puis en gros, on prend notre VM et on la passe dans le cloud. Ou bien on replatform, donc ça veut dire on change d'état d'esprit, on n'est par exemple plus dans une VM, mais on va containeriser, modulariser, qui est le choix qu'on a choisi nous. Ou bien l'autre stratégie, c'est carrément on réécrit tout, on passe dans une stratégie cloud native, etc. Je ne veux pas ici débattre sur pourquoi ça a été choisi ainsi, on pourra y revenir plus tard. Le driver de décision principal étant que Alfresco, de toute façon, il partait vers de la containerisation et qu'on s'appuie sur cette brique. Donc, de toute façon, tout réécrire from scratch sur une appli qui a 15 ans ou 20 ans d'âge, ça semble quand même assez compliqué et risqué. Donc, nous, la stratégie qui a été retenue, c'est replatform, passage en mode containerisation. Je pense que ça, vous l'avez déjà vu, mais je voulais vous le montrer parce que je trouve que c'est quand même pas mal, ce qu'ils ont fait. C'est Microsoft qui met à disposition, qu'est-ce que ça coûte de prendre une application Spring Boot, moi je viens du monde Spring Boot, vers, Azure Container Apps. Et il illustre certaines questions qu'il faut se poser. Comment vous utilisez votre file system? C'est quoi votre OS? Est-ce que vous êtes vraiment en capacité de le containeriser? Donc nous, on ne voulait plus utiliser Windows, on est passé vers Unix. Il y a tous les sujets autour des jobs schedulés. Si vous avez plusieurs instances en même temps, ben, il va falloir commencer à gérer le fait qu'on ne veut pas que 2 instances déclenchent les jobs. Est-ce qu'on peut avoir 2 applications en parallèle? Enfin, il y a plein de questions. Où est-ce qu'on va stocker nos logs? Comment on va mettre l'observabilité? Qui sont assez bien décrites dans ce document. Je pense qu'il y en a plein, mais celui-là, je le trouve quand même assez pertinent. Mon message ici, il est de dire que donc là, dans cette première phase de prototypage, donc c'est vérifier la faisabilité technique de ce qu'on cherche à faire. Généralement, ça se passe assez bien. C'est des enjeux qui sont purement techniques. On est assez autonome en tant qu'équipe de R&D. Et donc ça, là, pour moi, on est dans une phase où on va expérimenter, on va valider que c'est faisable, on va mettre les mains dans le code et on va se mettre en mouvement. Pour moi, donc, juste là pour vous illustrer, c'est pareil, si vous voulez reposer des questions à la fin, quels sont les technos qu'on a utilisés nous? Donc, c'était une stratégie all-in Microsoft, y compris avec Azure DevOps pour le déploiement, Azure Container App et sa registry. Pour l'infra as code, on a utilisé Terraform parce que c'était connu par certaines personnes dans l'équipe. Centreon était l'outil de supervision historique, donc on a continué à utiliser Centreon en plus des dashboards d'Azure. Et puis, comme je vous ai dit, d'un point de vue applicatif, c'est une stack autour de Java, Alfresco, Solaire et Postgre. Donc comme je vous dis, ça pour moi, c'est une phase qui se passe, je pense généralement assez bien ou en tout cas qui a un résultat qui est assez déterministe. C'est soit ça se passe bien et on sait le faire et puis on sait dire qu'on peut avancer, soit ça se passe mal et puis il faut trouver des solutions, techniques pour être capable ou bien on change de stratégie, on prend notre VM et on le met dans le cloud. Donc ça, globalement, ça s'est fait avant mon arrivée. Moi, je suis arrivé en 2024, septembre 2024. C'était un beau succès, tout avait été, remis en mode conteneur, on avait bien avancé et cetera. Le truc, c'est que le projet, il était bloqué à cet état. C'est-à-dire que techniquement, on avait dit: «C'est OK, on sait le faire». On a réussi à moderniser nos applications, à les mettre dans des conteneurs. Notre environnement de développement, désormais, c'est du Docker. Donc on a pris plein de belles choses, technologiques apportées par cette modernisation. Et pour autant, il y avait un petit blocage de OK, comment on fait pour passer de cette phase de POC, validation technique, à on appuie sur le bouton et on y va en prod. Donc là, ça faisait quand même un certain temps qu'il fallait qu'on avance sur ce point, notamment aussi avec l'urgence de dire qu'on ne pouvait plus réacheter tous les ans du stockage qui nous coûtait vraiment cher. Donc là, le problème, c'est je pense que ça vient comme je vous l'ai dit, d'une culture où on est très orienté, on-premise. Donc ce côté, qui est-ce qui a envie vraiment de se jeter à l'eau et d'avancer et d'emmener tout le monde vers le cloud? C'était, pas évident de le trouver et donc c'est à ce moment-là que moi je suis arrivé pour, essayer de faire avancer ce sujet. Donc c'est quoi le plan?
Là, ça, c'est une stratégie qui avait été faite par un partenaire. Je recommande hyper fortement de s'appuyer sur un partenaire dans ce genre de cas, pour pas être le seul porteur du message, qu'il y ait d'autres gens qui viennent, qui donnent du conseil, et qu'il y ait une stratégie, qu'on soit pas le seul défenseur d'une vision. Donc ça, moi, je trouve que c'est hyper pertinent, important de se faire accompagner et d'avoir un regard extérieur. Donc son plan, il a rien de, je pense que c'est un plan qu'on retrouve de manière assez classique. C'est on fait un pilote sur une GED qui n'est pas, enfin en tout cas sur un applicatif qui est plutôt interne, pas encore exposé aux clients. On gère notre risque, on fait notre première expérimentation comme ça, on le met en prod. On se réentraîne une deuxième fois où on applique notre process avec les post-mortem pour être un peu meilleur. Et puis après, ben, on réussit sur des migrations de clients, client 1, client 2, et puis paf, on les migre toutes et on a des effets d'échelle. Et voilà, c'est terminé. Nous, on avait une roadmap qui était, en tout cas une ambition qui était assez forte, c'était de réussir à les migrer sur un an. Donc ça, c'est le plan. Ce qu'on va faire, c'est ça. En tout cas, quand on se lance, on a ça en tête. On se dit, bah, on va identifier une première GED et puis on va la déployer en mode production. On va commencer par faire un premier truc, c'est que ça, comme ça va demander un peu de temps, que pour l'instant ça va être la première, on n'est pas hyper sûr, on va quand même s'offrir une porte de sortie et réaliser un premier succès, un premier pas vers le cloud en disant ok, notre problème c'est le stockage, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déporter notre stockage non plus sur du file system local, mais sur un stockage S3. Et donc on va s'offrir cette porte de sortie qui ne nous demande pas énormément de temps de développement, mais qui va permettre d'avoir moins le couteau sous la gorge, de commencer à embarquer les équipes dans cette vision d'aller vers le cloud, et puis de faire ce premier pas en avant. Donc comment on le fait concrètement, ce premier pilote? Déjà, la stratégie, je vous la partage, c'est pas du tout, je suis pas en train de dire que c'est la stratégie qu'il faut appliquer partout. Je suis plutôt là pour vous dire voilà ce qu'on a fait nous, dans le contexte qu'on avait et avec les plus et les moins qu'on a pu avoir. Voilà, donc plus un retour d'expérience plutôt que de vous dire c'est comme ça qu'il faut faire et c'est pas autrement. La stratégie qu'on a faite, nous, c'est de faire une toute petite équipe. Donc, c'était constitué de moi et 2 ou 3 autres personnes. L'idée, c'est de choisir des gens qui ont envie de faire le projet, qui sont motivés à le faire et avec lesquels ça va être facile d'avancer rapidement sans avoir besoin d'avoir des approbations de partout. Donc là, ce qu'il faut savoir quand même qui aide énormément, c'est qu'ici, on a un sponsor, hein, on a le directeur du digital qui soutient. Donc, on va s'appuyer sur ce sponsor et on va se mettre en mouvement avec une équipe réduite de gens qui ont envie d'avancer. Et puis, on va réaliser ce premier pilote ensemble. En tout cas, c'est ça le but, c'est lead by exemple, c'est montrer, faire, déployer et après emmener les gens. C'est la stratégie qui a été faite. Donc, là, un des premiers trucs comme ça, c'est que bien souvent, cette équipe, elle embarque des gens de différentes équipes. Moi, j'avais R&D et puis on devait travailler aussi avec des gens de l'infra, donc pas la même structure hiérarchique, mais c'est bien ça l'important, c'est que là, il n'y ait pas trop de structure hiérarchique. C'est bien dire, on est ensemble et on va se commit ensemble à faire le projet. Je me souviens d'un truc, donc là, c'est trouver comment on s'organise, qui fait quoi. C'est hyper facile parce qu'on n'est pas beaucoup et que ça va avancer très vite. Et je me souviens je venais d'arriver et puis je reprends un peu l'état des lieux et je me dis, bon, bah, moi, je vais faire du Terraform. Et il y a le côté DevOps, Fred, qui me dit, mais en fait, t'as pas mieux à faire que de faire que de coder des scripts Terraform, parce que j'avais d'autres rôles en parallèle. Et en fait, c'était hyper pertinent. C'était en gros, il me remet à ma place en disant, non, mais en fait, là, on est trois, on est une petite équipe, chacun doit trouver sa place, être efficace là où il doit être, et on avance comme ça. Donc ça, c'était vraiment, je pense, hyper, avec cette idée de dire, on a un objectif, on y va et on avance. On se parle toutes les semaines, on utilise des outils hyper simples, il n'y a pas de Slack, enfin pardon, il y a pas de Jira, il n'y a pas de ticket, il n'y a pas d'histoire, on sait ce qu'on a à faire, on est petit et on avance. Ici, j'ai un retour d'expérience à dire, c'est faire attention à ne pas embarquer des gens qui n'ont pas envie d'y aller, parce que là, si jamais on foire cette petite sélection d'équipes, eh ben, on va vite le payer parce qu'il y a besoin de. Enfin là, on est un peu une toute petite équipe
face aux défis à réaliser, donc il faut absolument des gens qui y croient et qui ont envie d'y aller. Ça, je vous le présente un peu parce que c'est pareil, je pense que ça peut se réappliquer dans pas mal de contextes de migration. La stratégie, elle était de dire, je vais monter une ISO prod, donc en gros, je vais conserver ma prod qui tourne on-prem le plus longtemps possible. Je vais monter mon environnement dans le cloud qui est la copie de cet environnement prod. Je vais faire tous mes tests, je vais bien m'assurer que tout est bon et puis le jour où ce sera prêt, le jour J, je fais ma dernière bascule de synchronisation de données et puis je route mon flux vers cette nouvelle instance. Donc c'était ça notre stratégie, ce qui permet en fait de travailler sur cette prod cachée isoprod comme on veut, tout le temps qu'on veut, sans aucun risque sur la prod actuelle et le jour où on est prêt, boum, on bascule. Ça, je l'ai mis ça parce que je pense que c'est pareil, le process, il est toujours le même. On va créer cette infrastructure, on va créer tout ce qu'il faut, pour, déployer notre instance dans le cloud. Il y a plein de sujets autour de la configuration, déploiement de l'application et cetera et puis là, je pense pareil, hein, ce qui est assez classique, c'est on va à un instant T migrer des données. On va prendre ces données, on va les copier sur cette ISO prod, on va faire tous nos tests, on va mettre en place la supervision, l'alerting, backup restore, vraiment faire comme si ça allait être notre prod pour qu'on n'ait plus qu'à appuyer sur le bouton le jour J. Et donc là, tout ça, vous vous rendez compte que, en gros, ça, on peut encore le faire vachement en autonomie parce qu'on a les personnes de la R&D, on a les personnes de l'infra, on a le support du management, on a les clés totales sur notre environnement cloud, on est full autonome, complètement autonome, pardon. Euh, Par contre, quand on va faire cette bascule, là, la procédure de migration finale, là, on va plus être autonome du tout, parce que là, on va parler avec des gens du réseau, on va aller changer les DNS. Là, on commence à être beaucoup plus large, on peut avoir des impacts sur la prod, on a des impacts sur nos utilisateurs, etc. Donc, on peut plus le faire en silo. Donc, tout ça, on peut hyper bien le préparer, c'est ce qu'on fait. On se débrouille, on avance. Si vous voulez, on peut parler des difficultés, mais encore une fois, ce n'était pas là l'enjeu, les difficultés techniques. C'est d'un point de vue équipe, on arrive à avancer, on est très autonome et comment on fait pour faire cette bascule finale. Là, on a utilisé un outil qui s'appelle le storyboard, qui, à mon avis, pareil, ne, ne réinvente pas complètement le monde, mais qui, pour moi, a permis d'aligner de manière hyper formelle qu'est-ce qu'on va faire le jour J. Avant ce storyboard, il faut quand même que je vous dise que chez Everial, il y a une organisation en CAB. Donc, on vient et puis on dit, bah voilà, je vais effectuer tel change à telle date. Et moi, la première fois que je me pointe à ce cab, je me prends un gros bah non, ça va pas le faire, parce qu'en fait, j'avais parlé avec assez peu de personnes pour l'instant, majoritairement avec la sécurité, etc. Et quand je suis venu et que je leur ai dit voilà le Big Bang qui va se passer, je n'ai pas été hyper bien reçu. Pas forcément mal, mais pas forcément bien non plus. Et donc, on m'a dit, ben non, ton change, on va pas le faire. On met une grosse réunion avec tous les parties prenantes et tu nous présentes ton projet et voilà ce qu'on va faire. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait cette réunion collective avec l'équipe réduite et on est venu défendre notre projet. Voilà ce qu'on va faire. Ça a été, voilà, on a travaillé et de cette équipe, suite à cette réunion, c'est ça qu'on a produit. Donc, c'est se dire, OK, donc là, maintenant, on va devoir faire une interruption de service pour faire notre bascule, récupérer les nouvelles données, router les flux, récupérer les mails, etc. Donc, c'est quoi toutes les étapes qu'il faut qu'on arrive à faire pour être le plus efficace possible dans cette bascule, pour faire une interruption de service qui soit le plus courte possible et le moins risqué possible. Et donc la stratégie qu'on a faite, c'est ça, on décrit l'intégralité des tâches, toutes les tâches qui sont à faire, qui va le faire, à quelle heure il va pouvoir le faire, c'est quoi la durée, s'il y a une dépendance, il faut la mettre, les commentaires, etc. Et ça, c'est quand même pas mal du tout, parce que c'est hyper factuel, hein, chacun sait, il n'y a pas besoin d'en mettre 50 lignes, hein, ils savent, c'est que des techs ici, hein, donc il y a vraiment, tout le monde sait ce qu'il a à faire, à quel moment, et le jour de la MEP, on n'a plus qu'à suivre l'intégralité des tâches qui ont été faites. Voilà, ça c'est la préparation. Voilà le jour J. Là, pareil, en retour d'expérience, je vais quand même dire que je crois qu'il faut se mettre un truc en tête, c'est que de toute façon, ça ne va pas se passer comme prévu et ça ne va pas être facile. Moi, franchement, ces jours-là, c'est une journée que j'oublierai pas, hein, parce que c'était quand même des journées assez stressantes. Bien souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une date qui est définie, on a prévenu les parties prenantes, on a dit aux clients, voilà ce qui va se passer.
Et puis, il ne faut pas se mentir, il y a quand même aussi un petit enjeu politique, c'est-à-dire que quand on travaille sur un sujet de cette taille-là, qui est quand même dans une stratégie d'entreprise, le DG, le COMEX, il y a quand même des attentes autour de notre capacité à délivrer ce genre de projet. Donc, c'est quand même des sujets qui sont visibles. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Donc là, ce jour-là, en gros, va falloir être prêt, va falloir se dire, on n'y va pas. C'est en gros, on saute ou on abandonne. La facilité, c'est évidemment de dire qu'on n'y va pas. On continue, comme toujours. Il y a assez peu de risques, mais pour le coup, on n'avance pas. Mais je pense que c'est quand même une belle solution de facilité qui peut expliquer certaines inerties, dans des sociétés. Et donc l'idée, c'est après, on y va, on n'y va pas. Comment s'est passé ce jour-là? Donc, à 15 h, c'était pour une MEP à 17 h, la bascule finale. J'ai mon entretien avec le directeur du digital pour dire on y va, on n'y va pas. Là, l'important, c'est de être hyper carré sur qu'est-ce qui marche pas, c'est quoi les risques, on y va, on n'y va pas. Lui, il peut pas comprendre tous les enjeux autour de tous les enjeux techniques, c'est pas ça l'important. Et là, c'est quand même qu'on soit en capacité de lui dire bah ça, ça risque de frotter un peu, ça risque de bien se passer, ou ça va être l'enfer. Donc ça, c'est un call qui a été assez compliqué parce que pour le coup, on n'était pas sûr de tout, notamment de certaines intégrations qui étaient faites, qui n'existaient qu'en production. Donc si jamais on faisait ce saut, en gros, on saurait si ça marche que quand on aurait fait le saut. Donc c'est pas des trucs qui sont hyper confortables. L'enjeu pour moi, c'est qu'on ait réussi à au moins être en maîtrise le plus possible des risques. Il en restera. Et puis après, c'est de les partager et puis de se mettre d'accord sur on les prend pas. Donc voilà, ça, ils décident d'y aller, malgré certains trucs, des composants qui marchent pas. Donc c'est d'y aller un peu en mode dégradé, mais on y va. Et à 17 h, il y a deuxième go no go, cette fois-ci avec l'équipe technique, il est 17 h. Est-ce que nous, techniquement, on se dit vraiment qu'on appuie, ou est-ce qu'on va se passer les 2-3 semaines après à brûler et ça va être horrible? Et là, je vous l'ai dit, là, la décision la plus simple, c'est de dire on n'y va pas. En fait, c'est facile, ça. Bon, il y a statu quo, on ne change pas. Ce qui s'est passé pour nous, c'est qu'il y avait une vraie envie collective de dire ça fait 3 mois qu'on bosse dessus, on a des trucs, on a outillé, on a avancé, on est prêt, on a envie d'y aller. Et je me souviens que ça a été vraiment un moment collectif assez fort de dire ouais, ça risque de pas être hyper facile dans les semaines à venir, mais pour autant, on y va et on va apprendre sur le chemin. Et ça, c'était quand même une vraie belle décision. Ça se passe pas trop mal, on dort même la nuit, on finit dans des temps à peu près acceptables. Donc techniquement, encore une fois, job done. Humainement, ça va être encore un peu différent. Parce que là, ce qui se passe, c'est pas forcément que pour un move to cloud, mais quand vous faites une release d'une version majeure, je pense que c'est aussi des choses qui apparaissent. C'est que il y a un gros effet de change. C'est-à-dire que là, le lendemain, vous pouvez être sûr qu'il y en a plein qui vont vous appeler pour vous dire «Eh, vous avez pété ci, vous avez pété ça marchait avant, ça marche plus, qu'est-ce que vous avez fait? Vraiment, à l'IT, vous faites n'importe quoi, vous n'êtes pas pro», et cetera. Donc ça, c'est dans un move to cloud, là, le premier, nous, ça n'a pas manqué. Là, mon retour d'expérience, c'est qu'on a fait une erreur, c'est qu'on a dit qu'on voulait plus s'appuyer sur les process classiques de remontée d'incidents. On voulait se mettre plutôt en mode de task force et dire que les clients, donc nos utilisateurs internes, nous appelaient directement l'équipe réduite pour les aider à régler leurs problèmes. Et donc, on n'a pas mis le support dans la boucle à ce moment-là parce qu'on ne les avait pas formés, etc. Et ça a été une mauvaise décision parce qu'au final, on était submergés. On n'est pas hyper fort, en tout cas à la R&D, je pense qu'on n'est pas non plus hyper formé à gérer des clients mécontents. Enfin, les clients, même s'ils sont internes, mécontents. Donc ça, pour moi, le retour d'expérience, c'est que même si on met l'équipe réduite mobiliser pour répondre aux incidents le plus vite possible, garder le flow de passage des tickets en passant par le support, qu'il y ait une visibilité globale, une gestion qui soit bien faite dès le début, ça me paraît assez primordial. Ça, c'est quand même le truc qu'on a expérimenté. Donc là, on a notre première migration, notre fameux premier pilote qui est en prod, qui tourne. Il y a évidemment des choses à améliorer. On a appris, on a fait des post-mortem, etc. Maintenant, l'idée, c'est, OK, on en a fait une, comment on fait pour les autres?
En termes d'organisation, nous, ce qu'on a fait, et qui je pense est pareil, encore une fois très classique, mais qui, à mon sens, marche, c'est 3 instances qui sont distinctes. Le comité de pilotage, qui est l'instance décisionnelle, qui en gros va dire, va continuer à dire: «Bah, voilà, moi je veux qu'on aille, dans cette direction, je voudrais qu'on arrive à prioriser, telles actions ou s'il y a des arbitrages à faire». Donc ça avait lieu une fois par mois. C'est avec les managers, donc manager R&D, manager infra, directeur du digital, manager du delivery et du support. Et donc c'est vraiment il y a pas de notion technologique, à proprement parler là-dedans. Le coproj, ça pour le coup, c'était une session qui avait lieu toutes les semaines, qui embarquait toutes les parties prenantes. Donc ça veut dire y compris le commerce, par exemple, pour informer ses clients, y compris le légal, pour savoir si on avait le droit de faire les migrations, et cetera. Donc ça, c'est embarquer les gens qui vont être impliqués dans le projet, les informer, les garder informés, avancer avec eux, mais de manière un petit peu plus opérationnelle, mettre en œuvre ce que fait le comité de pilotage. Et puis le dernier, alors ça s'appelle, co-suivi. Je sais pas comment on l'appelle, mais en tout cas, nous, là, c'est garder un truc où on se parle entre tech, pas de management, pas de politique, et garder un peu l'esprit qu'on avait avec notre équipe réduite, être capable de continuer à se le dire de manière très, très technique entre tech. C'est quoi nos problèmes? C'est qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on avance? Et ça, on l'avait aussi toutes les semaines. Ce qui est pas toujours facile, c'est trouver le lien entre CoSui et CoProj. Dans un Move to Cloud, il y a quand même énormément d'aspects techniques. Donc, comment réussir à présenter de l'information au coproj qui ne soit pas du détail d'implémentation, qui permette d'avancer, mais faire en sorte quand même qu'ils comprennent les risques et les enjeux. Ça, c'est le truc qui n'est pas hyper facile et je ne sais pas s'il y a une méthode parfaite pour faire ça, mais c'est trouver dans un projet avec autant de complexité, de risques techniques, comment faire en sorte de réussir à passer de l'information un peu fiable, formelle au comité projet. Ça, bon, pareil, vous le connaissez hyper bien. Vous avez compris, avec mon équipe réduite, là, l'idée, c'était surtout pas de rentrer dans des racines du qui fait quoi, de comment on va le faire, de c'est quoi nos process, surtout pas, parce que c'est pas ce qu'on voulait, surtout pas à ce moment-là. Quand là, on veut commencer à embarquer, passer à l'échelle, embarquer l'organisation, ben là, il n'y a plus le choix. C'est le support, à quel moment il intervient, la R&D, à quel moment elle intervient, qu'est-ce qu'elle a le droit de changer sur les fichiers, au niveau de l'infra, qui a le droit de toucher, etc. Donc on avait quand même on avait des audits de sécurité, on n'est pas parti n'importe comment, mais c'est le formaliser, être bien capable de mettre tout le monde autour de la table pour dire bah voilà, voilà comment on va le faire pour la suite. Je pense que là, donc là c'est je pense que, pareil encore une fois c'est moi qui le dis. Je crois que c'était assez bien de ne pas le faire trop tôt. De ne pas le faire trop tôt parce que en gros tout évolue tellement pendant cette phase, pendant ces 3 premières, on pourrait même se dire qu'on peut le faire au deuxième pilote. Mais pendant cette première phase, tout évolue, genre les fichiers Terraform font que changer, on va faire des gros refactoring, on va tellement apprendre que c'est hyper dur pour moi de mettre un process dès cette étape-là. Alors que là, on a quelque chose qui déploie, on a quelque chose en prod, on a une boucle qui va de bout en bout, donc on a quelque chose de concret sur lequel parler et ça évite les débats sans fin. En fait, c'est hyper factuel. C'est OK, il y a cette étape, il y a cette tâche, qui l'a fait? C'est pas oui, potentiellement, alors on aura besoin d'eux. Non, là, c'est de toute façon, tu as besoin d'une documentation, qui la produit, qui la maintient, il la faut et c'est hyper formel. Donc, si on est capable de l'accepter, commencer à définir des trucs un peu plus formels, des trucs un peu plus automatisés, une fois qu'on a réalisé ce premier pas, je pense que ça permet d'avancer de manière beaucoup plus ingénieure, quoi, beaucoup plus concrète et pas partir dans des débats interminables. Je vous l'ai dit vite fait, il y a quand même un truc, c'est que dans un projet de cette ampleur, ou en tout cas dans un vrai projet de Move to Cloud, je pense, il y a quand même toujours des enjeux un peu de politique. On va le faire hyper simple, c'est qu'un Move to Cloud comme ça n'apporte absolument aucune valeur business. Le commerce, pour lui, j'ai été côté commerce, c'est que du risque. Il y a pas de valeur, en tout cas à court terme. Il y aura une valeur peut-être à long terme sur de la modularisation, etc. Mais là, quand on fait encore plus un lift and shift, il y a pas, je ne vais pas aller voir mon client en disant c'est génial, je suis passé dans le cloud. Le client, au contraire, même, on n'a pas trop envie de lui dire, on veut que ce soit le plus fluide possible. Donc, il y a tous ces enjeux de comment on fait
pour que toutes ces turbulences autour d'un projet qui est pour nous technique, en réalité, il se passe quand même beaucoup de choses qui vont bien au-delà de la technique, donc c'est comment on fait pour le gérer. Bah, là, moi, mon meilleur conseil, c'est de s'appuyer sur les sponsors, il y a pas photo. C'est faire en sorte que voilà, c'est ça, de ne pas prendre pour soi. De toute façon, c'est pas du tout nous qui sommes attaqués, c'est une stratégie d'entreprise. Nous, on est là pour mettre en œuvre une stratégie d'entreprise, donc c'est s'appuyer sur ça, sur les sponsors, sur pourquoi on le fait. Le truc qui me semble hyper important, c'est d'être capable de communiquer de manière efficace. Peut-être que ça, on pourrait l'améliorer. Mais c'est en gros, tout ce qui est formel, posé quelque part, ça va enlever les bruits de couloir. Si jamais on dit rien, si jamais les gens se font une opinion, ça donne lieu à du bruit de couloir. Si jamais on arrive avec de l'info ou du concret, le bruit de couloir, il est coupé parce que en gros, il y a ça. Je vais vous donner un exemple concret, c'était, un truc qui tournait, c'est ouais, il y a qu'une jet en prod, alors qu'il y en avait déjà une dizaine. Donc le truc, c'est, bah, en fait, on fait un dashboard qui soit visible de tous, dans Azure et qui soit en temps réel et qui dit bah voilà les jets qui sont réellement déployés. Donc ça c'est des trucs c'est hyper basique, mais en fait se ramener à des faits, être capable de communiquer autour de ce qu'on a fait, des risques, etc. Et de le faire. Et un autre sujet quand même qui est hyper important, c'est que dans les turbulences et tout dans un projet comme ça, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir très très vite des questions autour de ça coûte combien, est-ce que mon business model il est encore viable? Donc là, il y a un truc qui est très très important, c'est monitorer ses coûts. Bon, c'est bien pour le business, etc. Mais monitorer ses coûts pour dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, le suivre. Bien souvent, normalement, avant d'avoir fait un projet comme ça, vous avez fait toute une étude d'analyse de coûts. Ça coûtait combien on-prem, ça coûtera combien dans le cloud, etc. Donc ça, pareil, je pense que c'est des trucs, si jamais on ne les fait pas, eh ben, ça risque de piquer un petit peu après à expliquer a posteriori. Bilan. Ouais, ça, je voulais le faire un peu en mode, en mode pot pourri sur les trucs qui sont sur les retours d'expérience en vrac. Le truc, c'est qu'un projet de Move to Cloud comme ça, c'est déjà en soi un beau challenge. Donc, si jamais on arrive à dans le même temps, ne pas réussir à embarquer trop de fonctionnels ou trop de gestion de dette technique en parallèle, ça me semble être une bonne idée. Réussir à se dire, on se concentre et on va le plus vite possible pour faire cette migration et après on remet du fonctionnel. Si jamais vous arrivez à le faire, ce sera bien. En tout cas, essayez de réussir à pas mettre des dépendances entre deux projets qui vont finir par se télescoper parce que ça commence à mettre des pressions que si on peut éviter, c'est sans doute mieux. Canal de communication, on avait chez VMware, on utilisait beaucoup Slack et en gros, dans Slack, l'idée c'est bah, je viens dans un canal, je le regarde et puis donc je suis plutôt consommateur de ce canal. Là, nous, on utilisait Teams qui pour moi a une autre philosophie qui est plutôt de dire je vous invite dans ce canal, en tout cas c'est ce que moi je constate, et prenez l'info que je vous donne. C'est plus en mode je vous invite que Slack, c'est plus je m'invite et je suis intéressé par. Et là, dans Teams, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un énorme canal, un canal où on avait mis tous les techs qui pouvaient être touchés de près ou loin par ce projet de Move to Cloud. Et dans ce canal, il se passait vraiment trop de choses. Enfin, toutes les erreurs, toutes les discussions, c'était hyper, hyper dense, ce qui fait que c'était vraiment compliqué à suivre, même pour nous. Et donc, c'est, à mon avis, et puis ça faisait peur. En gros, il faut quand même faire attention quand on est dans une démarche de move to cloud comme ça, quand on est en train d'essayer, mine de rien, d'embarquer une organisation, d'essayer de bah, montrer qu'il y a des trucs qui marchent pas pour les gens qui connaissent pas, qui savent pas que finalement il y a eu une stack d'erreurs, mais en fait c'est rien du tout, et ben ça peut faire peur. Donc cette idée de mettre une communication totalement transparente sur tous les détails et tous les problèmes techniques à tout le monde, je pense que ça c'était pas une bonne idée. Et donc, peut-être plutôt réussir à garder ce canal de communication au sein de notre petite équipe et un autre canal peut-être un peu plus gros, mais dans lequel on filtre le bruit et dans lequel on passe des infos qui sont un peu plus choisies, quoi. Un autre truc qui est quand même dur, c'est que
entre cette première GED, enfin entre ce premier pilote et les suivantes, il va y avoir une phase de refactoring comme en agilité, enfin, je pense que vous voyez ce dont je parle là, côté dev. On a fini quelque chose, on a des retours, on veut itérer pour s'améliorer. Eh ben, peut-être que c'est moi, mais en tout cas, on a vraiment galéré, nous, à faire notre refactoring Terraform. Parce qu'à partir du moment où il y a le TF state sur un certain qui a été déployé, faire des gros changements majeurs, nous, franchement, ça n'a pas été hyper fluide. Donc, on a dû faire des changements autour, par exemple, de la stratégie de backup ou autour du niveau premium de stockage, là, qui n'était pas géré en mise à jour dans Terraform, donc qui devait passer par un je supprime puis je recrée. Et donc tout ça, ça veut dire que ça repasse par de l'action manuelle, ça repasse par du risque, ça repasse par des choses qu'on aurait bien aimé s'éviter. Donc pour moi, refactoring, il faut réussir à le faire sur Terraform, c'est dur. Et puis, il faut réussir à le faire vite parce que quand on commence à se dire qu'on appuie sur le bouton et qu'on en a 5 ou 6 qui sont déployés, et 5 ou 6 après à remettre à la main, ça commence à piquer. Voilà. Et une dernière quand même gros retour d'expérience qui est, c'est pas du tout la même chose de passer d'une VM à un conteneur pour une raison hyper simple qui est le fait que le conteneur puisse se faire défoncer si jamais il dépasse sa consommation possible de RAM. Et ça, c'est des trucs dans les VM, en gros, ça pour le coup, on l'a appris un peu dans le dur. Dans les VM, si jamais votre machine, elle demande 100% de RAM, elle demande 100% de RAM. Votre VM, elle est un peu à plat, mais c'est pas bien grave. L'appli, elle va enfin, c'est pas bien grave. L'appli va tenir. Là, dans le contexte des conteneurs, vous dépassez ce que le conteneur vous a alloué, c'est fini. Et ça, je suis pas sûr qu'on l'avait hyper bien anticipé et on l'a appris un peu dans le dur. Voilà. Takeaway. En gros, moi, ce que je voulais vous dire là, je ne sais pas si c'est clair, c'est toujours délicat de savoir ce que ça vaut de faire un Rex comme ça. Mais pour moi, c'est quand même la difficulté d'un projet comme ça. Après, vous allez dire, c'est peut-être parce que j'étais dans le rôle de manager et donc évidemment, j'ai sans doute un biais. Mais c'est pas que de la technique. Il y a quand même tout un enjeu autour de la technique. Si jamais on regarde le POC, ça se passe bien. C'est après. Une fois que les convaincus, ce petit lot de gens qui ont envie d'aller de l'avant ont réussi, c'est pas fini. Il reste à faire changer les gens qui font la même chose depuis 15 ans. Certains ont envie, certains d'autres pas. Ça fait peur, c'est dangereux, etc. Donc comment on fait pour embarquer ça? Et ça, je pense pas qu'il y ait de règles magiques, hein, mais à mon avis, communication, empathie, capacité à communiquer, me semble hyper important. Ça, moi, je ressors de cette expérience avec ça. Je pense qu'on était bloqué, qu'on aurait pu rester bloqué hyper longtemps. Et ce côté de dire, OK, on peut continuer à en parler pendant des ans. De toute façon, il n'y a pas de solution parfaite. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est on y va et on voit. Ça demande quelque chose, je l'ai toujours dit, c'est que ça, pour moi, c'est possible que si on a un sponsor qui est fort et qui y croit. Jamais, jamais, jamais on aurait appuyé sur le bouton de la bascule en prod si jamais il n'y avait pas eu ce sponsor. Impossible. Donc oui, on peut y aller nous et montrer lead by example, mais il y a un moment donné où il faut quand même qu'il y ait quelqu'un, un sponsor à un moment donné, qui dise je vous suis et on y va. Ça, je ne l'ai pas trop dit, mais tout sera pas parfait, c'est évident, hein, vous n'aurez pas une supervision intégrale, vous n'aurez pas une supervision intégrale, vous n'aurez pas votre déploiement infra as code parfait. Mais encore une fois, c'est comme je l'ai dit pour l'organisation du RACI, vous aurez un truc avec lequel parler de manière concrète. C'est-à-dire que, pareil, en fait, ça me semble vraiment, vraiment compliqué en amont d'un projet comme ça, dire voilà tout ce qu'il va me falloir en termes de supervision. On connaît les classiques, hein, on connaît CPU, RAM, etc., les IOPS, certes. Mais en fait, il y a trop d'inconnus qui vont arriver. Donc, en fait, on construit, on avance, on itère. Je crois que c'est un peu tous les principes que défendait l'agilité. Je pense que ça s'applique aussi dans un move to cloud comme ça. Et le dernier, c'est observer. Il y a
ça va être un environnement encore plus mouvant qu'en mode VM. Donc ça veut dire que si on n'est pas capable de savoir ce qui se passe, ça va être vraiment, vraiment compliqué. Ça permet de mettre de la rationalité avec toutes les personnes qui sont autour de nous, donc être en capacité de superviser. Et puis c'est aussi quand même quelque chose que je pense qu'on a appris dans le dur, c'est rester rationnel. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on va dans le cloud qu'il faut qu'on oublie tout ce qu'on a appris, tous les principes. Une JVM reste une JVM, faire du Java reste du Java, la HIP reste la HIP. Et donc, euh, revenir à du factuel, à de l'ingénierie, à des choses en dehors de la sorcellerie ou de la magie noire, et ben, je pense que c'est quand même important de se garder ça en tête. Et voilà, et donc je suis dispo pour répondre à vos questions. Eh bien, merci Fabien pour le talk. Enfin, moi, en tant que tech, je te cache pas que je me suis un peu reconnu sur certaines phases. Pareil, alors peut-être pas sur une JED, enfin sur un déplacement Move to Cloud, mais sur certaines parties, la gestion d'incidents après migration ou le chronogramme. Donc, très intéressant. Si vous avez des questions dans le chat, c'est le moment. On va attendre un petit peu. Si tu avais une chose à retravailler, quelque chose que vraiment, si tu veux refaire le même projet, tu le referais pas de la même manière. Vraiment, juste un. Qu'est-ce que tu ne referais pas dans le projet Euh, Je referai. Après, c'était pas un choix, mais en fait, on a mené deux gros projets en parallèle. Je l'ai un peu dit en filigrane. C'est on a Mhm, fait ce move to cloud en parallèle d'une montée de version du socle Alfresco. mhm, Donc, on a géré deux dettes techniques, une dette technique de déploiement et une hmm, dette technique applicative. Et on va dire qu'on a réussi à peu près à garder ces deux projets distincts jusqu'au jour où, hélas, on a eu besoin d'une fonctionnalité qui était faite dans la montée de version applicative hmm, pour nos nouveaux clients cloud. Donc en gros, il y a un moment donné où on n'a plus réussi à splitter ces deux sujets et où on a mis une dépendance de notre move to cloud à une version applicative. Et, hmm, ouais. Et donc là, ça a amené d'autres trucs parce qu'en gros, à partir du moment où tu sais plus, c'est deux sujets qui sont à impact majeur que tu voudrais traiter de manière sereine dans les deux cas. Et quand tu commences à mêler les deux, eh ben, tu sais plus dire qui est quoi. Est-ce que c'est le move to cloud? Est-ce que c'est ma montée de version hmm, applicative? Et donc ça commence à mettre quand même de la charge mentale un peu lourde, du doute, de la complexité. Si on peut l'éviter, c'est vraiment bien. Donc ça veut dire l'enjeu, ça rejoint finalement la vision du DSI qui était de dire allez vite. Parce que si tu vas hmm, pas vite, si tu mets 2 ans à migrer toutes tes GED, tu peux pas bloquer le développement de fonctionnalités ou du business pendant 2 ans. Donc trouver le bon truc, je crois. hmm. Un couplage fort et difficile de voir la dépendance Ouais. entre les deux. Bah, si vous n'avez pas de questions, bah, je suis preneur quand même de vos feedbacks. Toujours dur de savoir ce que ça vaut un talk comme ça de Rex. Donc sur LinkedIn, très ouvert Mhm. à vos retours de ce qui est, si vous avez appris des trucs ou pas. En tout cas, moi j'ai trouvé la presse très intéressante. Euh, S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Euh, pour ce qui est de, en tout cas, Fabien, merci de ta présentation. Pour ce qui est de France DevOps, prochaine présentation, prochaine présentation, donc le 10 février, donc l'approche Diagram as Code au service du GreenOps, comment réduire son empreinte carbone. Toujours mardi 10 février. Et je vous souhaite une bonne journée. Et encore merci Fabien.